On repart les amis, on repart avec Karim Jouini, donc, qui est le fondateur d'Expensia. Bonjour Karim. Bonjour. Alors, on vient de discuter là, c'est justement, c'est la question que je me pose en regardant Expensia. Bon, ok, outil de gestion de notes de frais. Bon. Bien au-delà, mais oui, tout voilà, à fait. C'est ça. Oui. On va pas très loin avec un outil de gestion de notes de frais. S'il n'y a plus de voyage d'affaires, c'est sûr que c'est compliqué. Et donc moi j'ai écrit le digital au service des salariés. Est-ce que c'est pas... donc tu vas me raconter un petit peu le parcours et la genèse d'Expensia. Avec plaisir. Mais est-ce que c'est pas ces outils aujourd'hui qui vont accompagner les salariés dans l'autonomie qu'ils sont en train de gagner de plus en plus? Tout à fait, c'est vraiment il y a vraiment un besoin au sein des entreprises aujourd'hui de dire comment j'autonomise le salarié jusqu'au bout. Et parmi les outils de l'autonomisation, c'est lui donner accès à l'argent de l'entreprise de manière sécurisée et de manière qui le mette en confiance et qui mette en confiance l'entreprise. Ah oui, mais quand tu dis ça comme ça, c'est puissant quand même. Hein. Bah, c'est ça. Lui donner accès à l'argent de l'entreprise. Exactement, parce que s'il peut être autonome, enfin s'il doit être autonome dans ses décisions mais qu'il ne peut pas dépenser, c'est quand même problématique. Et c'est ça la raison d'être d'Expensia. C'est vrai qu'on a démarré par la note de frais, parce qu'on en avait marre de gérer nos notes de frais. Ça commençait tout bêtement. Hein. On a vu un marché mal adressé, dans lesquels les solutions existantes satisfont pas les salariés, ce qui fait que les entreprises restent sur Excel, sur des moyens artisanaux. Mais c'était même encore pire, Karim. C'est-à-dire que moi, je sais qu'en tant que salarié... c'est un enfer. Mais tu as même l'impression que c'est un enfer organisé. En fait, tu deviens complotiste. On se dit c'est pour moins de dépenser. Tu te mettent des outils à ce point baltringues que c'est parce qu'ils veulent en fait, qu'on les foute au panier. C'est pas le truc de 10 €, tu vois. En fait, c'est ce que pensent beaucoup de salariés et en réalité, non. Et en réalité, non. En réalité, non. C'est parce que ces outils-là, en fait, ils sont uniquement achetés par le directeur financier, qui a des vrais problèmes à gérer lui. Il a une réglementation, il a une fiscalité, il a une URSSAF, etc. Et donc, c'est beaucoup construit autour du contrôle et on a oublié le salarié là-dedans. Et donc nous, c'est vraiment un contre-courant. On a démarré par la note de frais en disant il faut que ça soit simplifié, il faut que ça soit automatisé. On a mis de l'IA, qui est un terme qui peut faire peur, mais on a mis de l'IA. Non, c'est pas qui fait peur, c'est galvaudé. Mais on y reviendra. C'est très marketing. C'est très marketing. Voilà, il y a toujours tout à fait. C'est très marketing. Nous, où elle est cette IA? On fait de la reconnaissance de factures. Reste sur cette idée qui me passionne là. Parce que là encore, j'ai l'impression que c'est tout ce qui est en train de se passer avec, on va dire, la phase 2 de la digitalisation qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, t'es parti, en fait, la première phase, c'était des besoins de contrôle. La deuxième phase, et heureusement, c'est les besoins des usagers. Exactement. Les outils qui existaient au moment où on a démarré, donc 2014-2015, ils étaient pensés uniquement autour du contrôle. Et donc, ça venait que répliquer ce que l'URSSAF a dit et ce que le fisc a dit. C'est ça. Donc, ça faisait bien le job mais sur ça. Sans doute pour d'autres fonctions aussi. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui, voilà, oui. Et aujourd'hui, on va connaître une vraie vague de digitalisation autour du collaborateur. Et pas juste du contrôle, et pas juste du contrôle, pas au sens forcément négatif, hein, c'est aussi le contrôle au sens suivi de la réglementation. Oui, c'est ça. Beaucoup de ces outils d'ailleurs naissaient, et notamment quand on parle de la finance, naissaient des réglementations mises en place après les différentes crises financières, etc. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et finalement, c'était aux salariés de s'adapter. Et de faire le boulot du contrôleur. Ouais. Exactement. Et sans qu'il soit forcément sensibilisé à pourquoi tout ce contrôle. Moi, quand j'étais collaborateur, je ne comprenais pas pourquoi on me posait toutes ces questions-là pour faire une note de frais, pour me faire rembourser mon abonnement de transport, pour payer un abonnement d'un service en ligne. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi on me posait toutes ces questions et j'avais l'impression qu'on ne me faisait pas confiance. Et donc, comment rassurer les deux? Comment faire que le salarié contribue aux choses qui l'intéressent lui et qu'il comprend, tout en rassurant le directeur financier ou le DRH que ça ne va pas être n'importe quoi. Ouais. Voilà. Et donc on va connaître une vague de solutions autour de ce même problème. Donc, création 2014, 5000 entreprises clientes, c'est ça, Karim, dans une centaine de pays, oui. Un demi-million d'utilisateurs de... Oui, donc aujourd'hui, il y a un demi-million de salariés qui font différents types de frais. Donc, ils font leur note de frais, ils gèrent leur abonnement de transport, qui est devenu maintenant le forfait mobilité. C'est-à-dire que, traditionnellement, les entreprises remboursent la moitié du Navigo pour les Parisiens. La même réglementation existe en région. Aujourd'hui, il y a le forfait mobilité durable, qui est venu un tout petit peu fluidifier ou complexifier les règles de transport. C'est-à-dire que maintenant, on peut prendre la trottinette, on peut se faire rembourser le vélo, la maintenance, etc. Donc, ça vient vraiment flexibiliser ce que le salarié a le droit de faire. Donc, ça, on le gère aussi. Il y a les frais de télétravail.
Donc, en fonction des pays, il y a des pays qui ont légiféré. La France, elle a mis en place un plafond qui est non obligatoire pour l'entreprise. L'Allemagne a vraiment légiféré. Il y a un remboursement obligatoire des frais de télétravail. C'est 5 € par jour pour les Allemands. Et donc tout ça, c'est vraiment complexe à gérer pour l'entreprise. Mais 5 € par jour qui sont justifiés par... Enfin, c'est quoi les frais de télétravail? Alors, le salarié doit juste déclarer qu'il est en télétravail. Ouais, l'entreprise doit avoir passé cet accord. En France, il y a une nouvelle réglementation, mais qui ne vient que plafonner à 2,50 € par jour. Pareil, c'est déclaratif. Mais l'employeur doit quand même suivre quels jours sont télétravaillés, lesquels ne le sont pas. Enfin... Cette complexité, Karim, tu la retrouves dans tous les pays. Parce que quand même, et ça, il faut en dire un mot, hein, travailler dans une centaine de pays, c'est... Oui. Et tu la retrouves dans tous les pays, en fait, chacun... Ouais. Tous les pays, parce que ça part d'une idée qui est vraiment très simple pour le législateur, qui est de dire tout salaire doit être taxé. Charge sociale, charge patronale, impôts. Et donc, tout transfert d'argent entre le salarié et l'entreprise, soit il est très réglementé, mais pas taxé, soit il est taxé. Ouais. Et donc, dans tous les pays, il y a des contrôles, que ce soit sur les tickets restaurants, l'abonnement de transport, les notes de frais. Mais ils partent tous de la même idée, qui est l'entreprise n'a pas vocation à donner de l'argent aux salariés si c'est pas taxé. Ouais. Et donc d'un pays à l'autre, évidemment que la France, on est quand même très innovant dans la législation. On sait faire des systèmes complexes, mais d'autres pays ont des systèmes au moins aussi complexes. Hein. L'Allemagne a des pays complexes, les Pays-Bas aussi. Il y a des pays plus simples. Les États-Unis sont très simples, par exemple, dans leur modèle fiscal et social pour les salariés. Mais il reste toujours la même idée. C'est je ne donne pas de l'argent sans le taxer. Et donc, mais alors d'abord, comment est-ce qu'on a ce succès à l'international? Alors c'est assez simple. Nous, c'est focalisé sur l'Europe de l'Ouest en tant qu'entreprise. Par contre, les entreprises qui achètent Expensia, elles exigent que ça marche partout pour elles. Donc elles équipent toutes leurs filiales. Donc nous, on sait gérer de la réglementation tchèque, de la réglementation portugaise, de la réglementation en Argentine, parce que nos groupes européens nous emmènent avec eux partout. Ah, c'est intéressant. Nous, on signe bien sûr de la petite PME jusqu'au grand groupe, parce que la solution s'adapte et s'achète de manière différente. C'est-à-dire que je peux acheter en ligne et tout de suite, je suis tout seul, je m'abonne. Comme je peux être le Crédit Agricole et j'ai 80 000 salariés à équiper. Et là, il y a toute une machine qui se met en place, des formations, du déploiement, etc. Mais il y a le même fil directeur, c'est que nos clients nous emmènent avec eux à l'international. Donc, on va équiper... Natixis au Portugal, on va équiper Bouygues en Asie, on va aller équiper nos clients où ils sont. Ouais, c'est ça. Et ça, enfin, ce qui les a convaincus, c'est justement d'être une solution native, deuxième génération, quoi, ce qu'on vient de décrire. Oui, et puis pour le directeur financier, c'est anxiogène d'être un directeur en France et de devoir suivre les changements de réglementation dans les pays. Absolument. Et nous, on lui fournit ça dans les pays où on l'équipe. Ouais. Par exemple, l'Allemagne a changé sa TVA pendant 6 mois. L'Allemagne redéploie un barème de frais journaliers chaque année. Tout est pré-paramétré dans Expensia et ça enlève ce côté anxiogène du directeur financier. Et à partir du moment où tu travailles pour la filiale tchèque de... Alors, pour le coup, je ne crois pas que le Crédit Agricole ait des filiales en... Non, il n'y a pas... Bon, bref, d'un autre grand groupe, alors tu peux te mettre à bosser pour des entreprises tchèques. Exactement. C'est ça le truc. C'est qu'on se met à gérer la réglementation tchèque et ensuite on a bien sûr une stratégie de déploiement qui fait que quand on a des pays où on sait qu'on est très bon et que nos clients sont très contents, on se met à avoir des équipes commerciales. Un mot sur ton parcours parce que alors il se trouve que j'ai entendu la question posée dans un podcast très intéressant avec Mathieu Stéphanie qui te dit tu pensais ERP à 16 ans. Faut quand même être, je sais plus quel est le terme qu'il employait. Je sais pas si je vais le répéter là, mais il faut quand même être freak, quoi. Voilà, on va le dire comme ça. C'est vrai. Alors moi, je suis tombé dans l'informatique très jeune. Mais faire un ERP, normalement, tu fais un jeu vidéo, tu fais, j'en sais rien, moi, tu vois, mais à 16 ans, tu fais pas un ERP. C'est vrai, mais moi, c'était vraiment problème-solution. Je travaillais dans un cybercafé en Tunisie. Moi, je suis né en Tunisie, à Tunis. Ouais. Donc, je travaillais dans un cybercafé. L'été, les gens arrivaient en tenue de plage. Et moi, je travaillais parce que je voulais payer mes sorties. Et je trouvais que c'était un boulot quand même répétitif, ennuyant et surtout avec un point de friction avec les clients, c'est qu'ils ne sont jamais d'accord sur la durée qu'ils viennent de passer et ce qu'ils ont besoin de payer. Et je me suis dit, fini, je vais l'automatiser. Donc, j'ai pris le temps que je passais au cybercafé à faire ce logiciel. Et quand j'ai vendu ma première licence pour un mois de salaire d'un job étudiant, là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et là, j'ai compris, que le logiciel, c'est une vraie industrie,
parce qu'on était prêt à me le payer un mois de salaire, ma copie. Et c'était quoi? C'était un logiciel qui enregistrait en temps réel les durées de connexion de ceux qui étaient dans le cybercafé. Exactement, c'est le logiciel qui bloque l'écran, on l'a tous connu à un moment. Voilà, donc c'est le logiciel qui bloque l'écran et qui fait que l'opérateur, il l'active, ça compte le temps, à la fin ça sera un reçu tout prêt, ça gère des abonnements, donc je peux m'abonner pour 15 heures de Ah oui, là-dessus tu avais greffé des services en fait, c'est ça. Mais oui, je l'ai fait vivre pendant 3 ans. Eh ben oui, Et du coup, là, j'ai compris que, c'est une industrie. J'ai compris que pour réussir, il faut avoir toute une chaîne. C'est pas juste créer du logiciel. Il faut savoir faire du support client, il faut savoir faire de la maintenance, il faut savoir faire du service commercial. Et donc, ça m'a passionné pour l'entrepreneuriat. J'ai découvert l'entrepreneuriat en faisant cette première entreprise à 15 ans à Tunis. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai fait de l'informatique mon métier. Donc j'ai rejoint Microsoft au siège aux États-Unis, puis je suis revenu à Paris, où Microsoft venait de racheter une entreprise à Gilles Babinet, qui s'appelait MusiWave. Et donc j'ai rejoint cette entreprise pendant 7 ans. Et ensuite, j'ai décidé de lancer Expensia parce que j'ai vu un marché. Tu sais, alors, autre entrepreneur incroyable, Augustin Paluel-Marmont, qui me racontait qu'en fait, il se baladait avec un petit carnet. Alors lui, il n'est pas digital, avec un petit carnet. Et il notait tous les problèmes de sa vie. Et il disait, derrière chaque problème, il y a une entreprise. Exactement. Il y a une entreprise, tous les il y a un pain business. points de la vie quotidienne, forcément, il y a une entreprise derrière. Tout à fait. Et le passage, je suis entrepreneur, super entrepreneur, je passe chez Microsoft, qui doit être sans doute ce qu'il doit y avoir de plus éloigné de l'entrepreneuriat, quoi. Oui, mais il y avait une vraie vision. Ah ouais. Il y avait une vraie vision, c'est que j'avais envie de voir qu'est-ce que c'est que de faire du logiciel en tant qu'industrie. Ouais. C'est quoi l'industrie? Pourquoi Microsoft a 120 000 salariés? C'est une vraie question que je me posais quand j'étais étudiant. Et j'ai voulu vraiment voir de l'intérieur. Et en fait, en quelques semaines, on voit de l'intérieur de qu'est-ce que c'est qu'une sacrée industrie du logiciel. Donc ça, c'est première raison. Et deuxième raison... Mais dans ce moment-là, je te donne la deuxième raison, garde-la en tête, mais l'entrepreneur que tu es quand même au fond de toi, il n'est pas mais excédé par le reporting, les petits chefs, enfin bref, tout ce qui fait une structure comme Microsoft. Alors en partie, j'ai fait Expensia pour ça, parce que j'ai vu que la paperasse, il fallait l'automatiser. Mais justement, ta question est très liée à la deuxième raison pour laquelle je rejoins Microsoft, c'est que je me demandais sincèrement comment 120 000 personnes restent motivées dans une telle machine. Et il y a des leçons à apprendre sur comment une entreprise comme Microsoft garde ses salariés majoritairement motivés, alors que dans une entreprise, il se mélange des profils qui cherchent de la stabilité, des profils entrepreneurs qui ne sont pas du tout stables, et l'entreprise arrive quand même à faire vivre cette machine tous ensemble. Et donc, moi, je pense que j'ai vraiment appris certaines choses qu'il faut faire dans une entreprise, certaines choses qu'il ne faut absolument pas faire, en regardant Microsoft de ne jamais grandir sur certains éléments autant. Et aujourd'hui, je travaille à les répliquer dans Expensia en disant « Attention, le logiciel, c'est une industrie, mais les gens dedans ne doivent pas se sentir comme dans une usine. Parce qu'il y a une innovation, il y a un engagement. Et donc, il ne faut pas transformer une industrie en forcément une usine où chacun ne tourne qu'un boulon. » Ouais, c'est ça. Ce qui a sans doute permis d'ailleurs à Microsoft de faire ce shift incroyable qu'ils ont réussi avec Satya Nadella, c'est-à-dire Microsoft était vraiment en train de mourir, et là devient peut-être d'ailleurs la plus forte croissance de On parle sans arrêt des GAFA, puis on laisse Microsoft un peu à l'écart, comme si c'est une économiste qui me disait ils ont le privilège du grand brûlé. Voilà, ceux-là ils sont pas méchants, ils ont pris tellement de coups. Alors qu'en fait, c'est eux qui sont en Il y a une transformation. Moi, j'ai vécu le début de cette transformation. Oui, une belle transformation. Et donc, on est sur Expensia, on est sur la note de frais. Et comment est-ce qu'on arrive justement? C'est quoi tous les services maintenant que tu as en tête et qui vont permettre aux salariés du 21e siècle d'être plus autonomes, plus indépendants? Alors, en réalité, on l'a très vite fait dans l'histoire d'Expensia. C'est-à-dire que la note de frais, ça a été la première brique, mais ensuite, on a rajouté toutes ces briques qui permettent justement de donner aux salariés accès à l'argent d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on émet des cartes de paiement qui débitent sur le compte de l'entreprise, des cartes de paiement intelligentes. On gère le forfait mobilité, on gère les frais kilométriques quand je prends mon véhicule, on gère les flottes de véhicules quand une entreprise en a et a besoin de le mettre à disposition de ses salariés pour des déplacements. Donc, on a vraiment tous ces modules-là qu'on a toujours fait, que nos clients ont toujours utilisé, mais ils voyaient quand même Expensia comme étant note de frais, parce qu'ils ont acheté Expensia en premier pour ça. Le Covid est venu accélérer notre transformation d'image et notre pivot, entre guillemets, au sens où tout le monde s'est dit au début de la crise que les solutions comme nous allaient disparaître. Nous, on a fait 100% de croissance en 2020. En plein Covid. Alors c'est moins que ce qu'on aurait fait avant parce que l'économie est en crise et c'est une réalité, mais
Ça montre à quel point nos clients ont su voir dans Expensia la solution au global. Alors, ils se déplacent beaucoup moins, évidemment, Non, mais surtout, utilisent autant. Elles ont en plus, alors il se trouve que nous sur Bismart, on travaille assez étroitement avec les acheteurs, etc. Ce fameux sujet des achats indirects, aujourd'hui, mais je crois que c'est 80% des entreprises n'ont pas de vision globale. Les achats indirects, c'est tout ce qui n'est pas le core business de l'entreprise. Hein, Oui. voilà. Oui. Et qui va forcément se multiplier et partir dans tous les sens avec des salariés en autonomie, en télétravail, etc. Et tout. Exactement. Et qui derrière peut poser des problèmes considérables en termes de délai de paiement, par exemple. Et on sait derrière à quel point la DGCCRF, enfin bref, les autorités sont vigilantes sur les délais de paiement. Oui. Tous ces sujets-là, en fait, tu viens les réintégrer dans le cœur de l'entreprise. C'est exactement ça. Et nous, au-delà des délais de paiement, ce qui nous frustre, c'est les délais de décision pour le collaborateur. C'est-à-dire un collaborateur qui a besoin, je suis chef d'une équipe de commerciaux, j'ai besoin d'acheter un abonnement d'une solution en ligne, on va dire LinkedIn online ou peu importe. Exactement. Il me faut 2 mois dans une entreprise très structurée C'est ça. pour faire ça. Et là, j'ai perdu les marchés, quoi. Et c'est autant de temps perdu. Ouais. Avec Expensia, il me faut 2 minutes. Je passe dans un circuit de validation. Si ça a été budgétisé, je peux payer tout de suite avec ma carte intelligente. Si ça n'a pas été budgétisé, je fais une demande d'autorisation. Je fais une note de frais. Et Expensia, en plus de permettre de cet accès à l'argent, on a construit un vrai hub où on est connecté aux différents acteurs. Par exemple, si vous prenez votre application Uber là maintenant, dans Uber, vous pouvez activer Expensia. On est natif dans l'application. On est dans LinkedIn. Et donc, en plus de permettre à ce collaborateur de dépenser facilement, et de façon sécurisée, toutes ces factures-là sont récupérées, traitées, on comprend quelle est la TVA, qu'est-ce qui est récupérable, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce qu'il faut refacturer au client, comment le comptabiliser, et ça finit chez le directeur financier. Un mot, et ce sera le dernier, intelligence artificielle. Oui. On l'a dit, hein, beaucoup de marketing. Ça commence, ça s'arrête où en 30 secondes? Alors, l'intelligence artificielle. où est-ce que c'est utilisé chez Expensia? C'est utilisé dans 2 briques très importantes. La première, c'est le traitement automatique du document. On a une technologie qui permet à partir d'une photo ou d'un scan ou d'un PDF de dire qu'est-ce que c'est. C'est une facture, combien, quelle TVA. Un cabinet expert dans le domaine en Allemagne vient de nous élire meilleure solution worldwide de traitement de facture avec un score qui est le double du prochain concurrent. Et la deuxième brique d'IA qui commence à vraiment prendre pour nos clients, c'est remplacer la validation du manager par l'IA. Et ça, c'est une vraie transformation. Le client peut choisir si nous validons ou il valide, mais c'est vraiment une vraie transformation d'habitude. Ah, je te le confirme. Et ça enlève... C'est un sceptre. Exactement, mais ça enlève une frustration entre le manager et le salarié. C'est que le manager, il ne peut pas si facilement rejeter des dépenses. Et puis il va y avoir les managers qui acceptent sans contrôle et ceux qui n'acceptent pas. C'est une vraie transformation. Merci Karim. Karim Jouini, le fondateur d'Expensia, était notre invité sur Bismart. Merci beaucoup.